Aujourd'hui, on se retrouve pour 5 threads d'horreur, mais avec un concept un petit peu différent. Je pense pas l'avoir vu sur YouTube Horreur en tout cas. Les histoires que je vais vous raconter, soit je les ai trouvées sur Reddit ou bien sur internet en général, et qui donc sont partagées par une vraie personne, soit, eh bien, elles ont été écrites par une intelligence artificielle. Vous, maintenant, votre but, ça va être de savoir si l'histoire a été écrite par un humain ou bien par une machine. Bien évidemment, je te laisse l'espace commentaire pour ça et tu triches pas, ok? Pour ce qui est de la révélation, eh bien je te ferai ça en fin de vidéo. Et justement, sans plus tarder, eh bien on commence avec la première histoire. Je m'appelle Marie et je suis étudiante en première année à l'université. J'étais très excitée de commencer cette nouvelle vie, mais j'étais aussi un petit peu nerveuse. Je ne connaissais personne et je ne savais pas à quoi m'attendre. Je viens d'une petite ville et je suis la première de ma famille à aller à l'université. J'étais donc très fière de moi, mais j'étais aussi un petit peu intimidée. Et surtout, maintenant, après ce qui s'est passé, eh bien, je ne sais pas si je vais arriver à suivre le rythme des autres étudiants. À la base, je suis une fille très timide et j'ai du mal à me faire des amis. J'ai peur de me faire rejeter et je ne veux pas me mettre en avant. Je préfère rester dans mon coin et observer les autres. Mais ça, c'était qu'avant, Sarah, une fille de ma classe, vienne s'asseoir à côté de moi en cours. Elle était très gentille et elle me parlait. Elle me faisait me sentir à l'aise et je commençais à me détendre. Sarah et moi nous entendions bien et nous devenons rapidement amis. Nous allons en cours ensemble, nous faisons nos devoirs ensemble et nous sortons ensemble dehors. Sarah est la première amie que j'ai à l'université et je suis très heureuse de l'avoir trouvée. Un jour, Sarah et moi sommes allés à une fête dans une autre résidence universitaire. Nous nous sommes bien amusés, mais nous avons aussi beaucoup bu d'alcool. Sur le chemin du retour, nous étions toutes les deux très éméchées. Nous avons pris un raccourci dans un parc pour éviter de marcher dans la rue principale. Il faisait noir et il n'y avait personne d'autre dans le parc. Soudain, nous avons entendu un bruit derrière nous. Nous nous sommes retournés et nous avons vu un garçon qui nous regardait. Ce gars était grand et mince. Il avait des cheveux à peu près bruns ou noirs. Il était vêtu d'un blouson noir et d'une casquette. Il nous a souri, mais son sourire n'était pas rassurant. Sarah et moi avons eu peur. Nous avons commencé à courir. Mais le garçon nous a rattrapés. Il nous a attrapés par le bras et nous a forcés à nous arrêter. Ce gars nous a demandé de l'argent. Et malheureusement, nous n'avions pas d'argent sur nous. Alors, il nous a menacés. Il a dit qu'il allait nous faire du mal si nous ne lui donnions pas d'argent. À ce moment-là, Sarah et moi, on était terrifiés. On ne savait pas quoi faire. Nous avons alors supplié cet homme de nous laisser partir. Mais il n'a pas voulu nous écouter. Juste au moment où on pensait que ça allait mal finir, eh bien on a entendu un bruit. Le gars s'est alors retourné et il a pu voir un homme qui s'approchait de nous. L'homme qui était en train de s'approcher était grand et assez costaud. Il avait des cheveux gris et une barbe. L'homme a alors demandé au gars ce qu'il faisait avec nous. Le gars a dit qu'il nous connaissait et qu'il ne faisait rien de mal. Mais heureusement pour nous, eh bien l'homme ne l'a pas cru. Il a sûrement pu voir nos regards en détresse. Il a alors dit au gars de se barrer loin d'ici. Ce type a hésité, mais il a fini par nous laisser partir. Et tout gentiment, l'homme a décidé de nous escorter jusqu'à notre résidence universitaire. Nous avons remercié l'homme pour son aide. Il nous a alors dit qu'il s'appelait Jean et qu'il habitait un petit peu plus loin. En partant, il nous a dit de faire un petit peu plus attention à nous. 2 jeunes filles qui traînent le soir, c'est pas bon. Pour vous dire, après cet événement, Sarah et moi, on se sentait vraiment pas bien. Mais d'un autre côté, on se disait qu'il n'y avait pas que des gens mauvais. Il y avait eu ce gars, Jean, qui était venu à notre aide, comme ça, sans rien demander en retour. Voilà. Alors les filles, il ne faut jamais se promener seule la nuit. Bon, du coup, c'est à toi de jouer maintenant. Fake ou réel? Moi, je peux rien vous dire, juste qu'on va passer à la deuxième histoire. Je m'appelle Mathilde. J'ai 16 ans et je vis avec mes parents dans une grande maison en campagne. La maison est située au milieu des bois et il n'y a pas d'autres maisons à proximité. Nous sommes très loin des premiers voisins. J'ai toujours vécu dans cette maison. Je ne me souviens pas d'avoir vécu dans un autre endroit. Mes parents m'ont dit que nous avons hérité de cette maison quand j'étais bébé. Mon frère a même vu le jour dans cette demeure et elle est très importante pour ma famille. La maison est grande et ancienne. Elle a beaucoup de pièces et de couloirs. Il y a des chambres, des salles de bain, une cuisine, un salon et une bibliothèque. Il y a aussi un sous-sol et un grenier. Un grenier que je maudis tellement. Vous savez, dans les films, ils aiment nous faire croire que le grenier est l'endroit le plus diabolique de la maison. Mais je peux vous jurer que tout ceci est vrai. Vous allez très vite comprendre pourquoi. J'aime beaucoup ma maison. C'est un endroit confortable et chaleureux.
Mais depuis quelque temps, je me sens étrange. J'ai l'impression que quelque chose se passe dans cette maison. Depuis que j'ai 12 ans, soit à la naissance de mon petit frère, eh bien j'entends très souvent une sorte de berceuse qui provient du grenier. Le grenier qui d'ailleurs se trouve être dans le couloir entre ma chambre et celle de mon petit frère. Les bruits qui provenaient du grenier me rendaient folle. Alors j'ai décidé d'en parler à mes parents. Mais quand ils venaient pour écouter, il n'y avait plus aucun bruit. Au bout d'un moment, j'ai même commencé à penser que j'étais folle. Alors une énième fois, j'ai demandé à mon père de venir écouter près du grenier. Et il a refusé. J'ai alors décidé de prendre mon courage à deux mains et j'ai fait descendre les escaliers qui mènent au grenier. Une fois arrivé en haut des escaliers, j'ai eu un petit peu de mal pour ouvrir la trappe. C'est vrai que personne n'allait dedans, donc normal qu'elle soit dure à ouvrir. J'ai enfin réussi à l'ouvrir. Et quand je l'ai ouverte, une sensation de froid glacial m'a parcouru les épaules. Ce qui m'a surprise et j'ai donc dit quelque chose comme « Ouah, il caille ici ». Une seconde après avoir dit ça, j'ai cru entendre un grognement. Et la trappe s'est refermée sur moi. Heureusement, je l'ai esquivé de justesse. J'ai alors essayé de l'ouvrir à nouveau, mais impossible, je n'y arrivais tout simplement pas. Je suis alors descendu dans la cuisine pour demander à mon père de vérifier. Mais encore une fois, il ne voulait pas. Alors je l'ai supplié de venir. Heureusement, cette fois-ci, il m'a écouté et il est monté avec moi. Il a grimpé les escaliers et il a galéré pour ouvrir la trappe. Ce qu'il m'a fait remarquer en me disant que c'était tout à fait normal. La trappe une fois ouverte, il a balayé le grenier du regard et m'a dit que tout était normal. Ce soir-là, j'étais dans ma chambre et je n'étais vraiment pas sereine. Quand d'un coup, j'ai pu entendre la petite berceuse, mais cette fois-ci bien plus forte. Je suis sorti de ma chambre pour voir d'où ça provenait. Et là, j'ai vu une silhouette sombre dans le fond du couloir. La silhouette s'est approchée de moi et j'ai pu voir qu'il s'agissait d'une femme. La femme était vêtue d'une robe blanche et elle avait les cheveux longs et noirs. Elle avait un visage pâle et des yeux noirs et profonds. La femme m'a regardé et elle a souri. Son sourire était froid et cruel. J'ai eu peur et j'ai voulu crier, mais je n'avais pas de voix. La femme s'est rapprochée de moi et elle a touché ma joue. Sa peau était froide et humide. J'ai eu l'impression d'être brûlé. La femme a alors reculé et elle a disparu dans le couloir. Je suis resté là, terrifié et incapable de bouger. Le lendemain, j'ai raconté ce qui s'était passé à mes parents. Ils ne m'ont pas cru. Ils m'ont dit que j'avais simplement fait un petit cauchemar. Mais je sais que tout ce que j'ai vu était réel. Je sais que la maison est hantée par un esprit maléfique. J'ai essayé encore et encore d'en parler à mes parents, mais ils ne veulent pas me croire. Ils pensent que je suis juste une enfant qui a peur du noir. Mais je ne suis pas une enfant, je suis une jeune fille de 16 ans et je sais ce que j'ai vu. Je ne sais pas ce que je dois faire. J'ai peur de rester dans cette maison, mais j'ai aussi peur de partir. Je suis piégé dans cette maison. Alors s'il vous plaît, aidez-moi. Ah moi je peux rien vous dire. Non, c'est pour ça que je bois de l'eau, je peux rien vous dire. Est-ce que c'est fake ou réel? Moi je le sais, mais je peux pas vous dire. Et c'est ça qui est trop bien parce que moi je me mets à votre place là un petit peu. Ça doit être marrant en vrai. Hein. Voilà, vous me dites ça, le 2, fake ou réel. Allez, on passe à la troisième histoire. Alors le thread d'horreur qui arrive, vous êtes pas prêts, car c'est quelque chose qu'on n'a jamais eu pour l'instant. Le thread que je vais vous raconter, eh bien c'est celui de Marie, et elle a 35 ans. Elle habite aux États-Unis et elle a un travail génial vu qu'elle est médecin. Entre ses dures études et plusieurs années de travail sans aucune pause, eh ben elle décide qu'enfin elle va se détendre et profiter de ses vacances. Et pour ça, elle s'est dit qu'elle allait se faire kiffer avec une croisière. Bon, c'est pas une croisière autour du monde ou quoi, c'est juste un petit truc de 5 jours, mais ça va lui faire le plus grand bien de déconnecter un petit peu de son travail. Bref, je vous passe un petit peu les détails de l'embarquement et tout, mais enfin, elle est à bord de cette croisière. Et là, comment vous dire que, malheureusement, direct, elle peut pas décrocher de son travail en fait. Puisque le premier soir, au restaurant, il y a quelqu'un qui s'étouffe. Et forcément, elle lui vient en aide avec une petite technique de Heimlich. Vous connaissez celle-ci là, ça peut sauver des vies là. Bref, après une bonne nuit, Marie arrive enfin à se détendre. Et ce, grâce à un petit saut dans la piscine, profitant du soleil et de la vue sur l'océan. Elle est tranquillement dans la piscine quand soudain, elle peut voir un homme s'approcher d'elle. Il est beau, avec des cheveux noirs et des yeux bleus. Il lui sourit et lui dit bonjour. Elle lui sourit en retour, mais elle ne se sent pas à l'aise. Elle a l'impression qu'il est en train de la fixer. Cet homme se met alors à parler à Marie. Il lui demande son prénom et d'où elle vient. Elle lui répond, mais bon, elle se sent de plus en plus mal à l'aise. Le truc, c'est qu'elle saurait pas dire pourquoi. Au premier abord, le gars, il a rien de chelou physiquement.
En plus de ça, il est pas trop moche et s'il est sur cette croisière, c'est qu'au niveau de l'argent, bah ça va pour lui. Là, l'homme lui demande si elle veut dîner avec lui ce soir. Marie refuse, mais l'homme insiste. Il lui dit que ce serait un plaisir de la rencontrer ce soir au restaurant. Elle refuse à nouveau puisque oui, elle n'a pas changé d'avis comparé à 5 secondes auparavant. C'est pas en forçant que ça va aller mieux. Mais l'homme ne prend pas ce refus pour un non catégorique. Alors il continue à lui parler et à la faire sentir mal à l'aise. Au bout d'un moment, elle en peut plus, elle décide de sortir de la piscine et de partir. Elle se sent soulagée de s'éloigner de cet homme, mais elle est aussi effrayée. Elle sait vraiment pas pourquoi, mais il lui fait si peur. En gros, son instinct lui dit une seule chose, c'est de se méfier de ce gars. Marie décide de passer le reste de la journée à éviter cet homme. Elle se cache limite dans sa cabine. Elle lit un livre et elle regarde la télévision. Elle veut clairement pas sortir de sa cabine, elle a juste peur de le croiser. Le soir, elle se couche tôt, elle est vachement épuisée. Mais elle n'arrive pas à dormir. Elle met longtemps à trouver le sommeil. Mais enfin, elle tombe dans les bras de Morphée. Marie se réveille alors en sursaut. Elle a fait un cauchemar. Dans son cauchemar, eh bien l'homme la traque. Il la poursuit dans les couloirs du bateau. Elle court aussi vite qu'elle peut, mais il ne la laisse pas s'échapper. Marie se débarbouille un petit peu le visage, elle saute de son lit et elle allume la lumière. Elle est tremblante de peur et elle dégouline de sueur. Elle regarde dans sa cabine effrayée, mais l'homme n'est pas là. En voyant ça, elle arrive à respirer profondément et elle essaye de se calmer. Elle sait alors que ce n'était qu'un cauchemar, mais elle ne peut pas s'empêcher d'avoir peur. Elle décide donc de rester éveillée jusqu'au matin. Le lendemain matin, Marie se rend au bureau du capitaine. Elle lui raconte ce qui s'est passé la veille. Le capitaine, il lui dit qu'il est désolé, mais qu'il peut pas faire grand chose. Il lui propose une toute petite chose, c'est de changer de cabine au cas où. Mais il peut pas lui garantir que l'homme va la retrouver ou quoi. Par mesure de sécurité, Marie va décider d'effectivement changer de cabine. Puisque en vrai, elle se sent pas du tout en sécurité. Sauf que malgré tout ce changement et tout, elle a toujours peur de sortir de sa cabine. Elle a peur de dormir, elle sait vraiment pas quoi faire. Marie va alors passer le reste de sa croisière terrifiée. Elle ne profite clairement pas de ses vacances. Elle attend qu'une seule chose, c'est d'arriver à bon port. Quand le bateau arrive à bon port, Marie se précipite hors du bateau. Elle regarde pas en arrière, elle est juste contente d'être enfin sur la terre ferme. Sachant que ici, maintenant, elle devrait être en sécurité. Enfin, on va dire ça, puisqu'une fois sur le port, elle est interceptée par l'homme qui l'accoste. Il lui dit alors une phrase. « Très belle nuisette violette, j'aurais aimé que tu ne portes rien la nuit. » C'est dommage. Juste après avoir dit ça, il se met à partir à vive allure. En entendant ça, dans la tête de Marie, ça bug littéralement. Elle est choquée. Elle sait pas quoi faire, l'homme n'est plus du tout en vue. Du coup, elle décide de rentrer chez elle. Une fois chez elle, elle raconte ce qui s'est passé à ses amis et à sa famille. Ils sont comme elle, choqués et horrifiés. Ils ne comprennent pas pourquoi l'homme lui a fait ça. Et Marie c'est pareil, elle sait pas pourquoi le gars il a fait ça. Elle pense que c'était un pervers ou quelque chose comme ça. Ou peut-être même pire qu'un pervers, elle pense qu'il aurait pu la tuer ou quoi. Mais bon, ça va, elle est heureuse d'être en vie. Ah c'est dur, en plus je peux pas vous faire de conclusion et tout, j'ai pas envie de vous orienter, est-ce que c'est fake ou réel? Ça c'est à toi d'en décider. Allez, on passe à la 4e histoire. L'histoire que je vais vous raconter, elle date un petit peu. Elle remonte à l'année 1984. J'étais pas encore né. D'ailleurs, celui qui nous partage cette histoire, il s'appelle Mike. On est à la fin du mois de juin aux États-Unis dans l'état du Kentucky. Et notre petit Mike, il a rendez-vous avec 3 de ses amis. Car oui, en début de soirée, ils vont aller au cinéma voir un film qui vient de sortir il y a 2 semaines environ. Il s'agit de Ghostbusters. Alors non, je vais pas mettre le générique sous peine de démonétisation, mais oui, on l'a bien tous en tête. Bref, les adolescents regardent le film et franchement, ils kiffent, et c'est bien normal. L'un des gars de la bande, Tommy, dit que franchement, il faut qu'ils aillent au manoir qui se trouve un petit peu plus loin et qui est apparemment abandonné. Bon, malheureusement, Mike et Terrence, ils sont pas chauds ce soir, car ils devaient rentrer juste après le film. Mais par contre, ils sont chauds pour y aller le lendemain. Du coup, le dernier luron qu'on n'avait pas nommé, Max, il a donné un petit peu les directives. Et il dit que chacun doit venir avec son vélo et équipé de lampes torches. Le lendemain, ils sont tous au rendez-vous et à l'heure. Enfin, même bien plus, car tout le monde est en avance d'à peu près 20 minutes. La route se fait nickel, ils sont vraiment tous confiants et ça rigole en balle. Mais une fois arrivés sur la propriété où se trouve le manoir, les tronches commencent à pâlir un petit peu. Alors déjà, premier constat, la maison est bien entourée d'arbres et du coup, la vision est assez obscurcie. Ils s'approchent alors doucement de la demeure et là, tout naturellement, ils arrêtent de parler fort. Mais ils commencent sans se concerter à chuchoter.
Max, qui est en quelque sorte le leader naturel du groupe, se dirige vers la porte d'entrée et décide de l'ouvrir. Il galère un petit peu et ses potes lui viennent en aide. Parce que oui, c'est la porte d'un manoir assez vieux et ça fait un gros bruit de grincement, mais ça y est, la porte est enfin ouverte. Lorsqu'ils arrivent dans la maison, ils sont surpris de voir qu'elle est en très mauvais état. Les murs sont fissurés, les fenêtres sont cassées et le toit est en train de s'effondrer. Les 4 adolescents pénètrent alors dans la maison et commencent à l'explorer. Ils trouvent des objets étranges et des graffitis sur les murs. Ils commencent à avoir peur, mais ils décident de continuer à explorer. Au fur et à mesure qu'ils explorent la maison, ils commencent à entendre des bruits étranges. Ils entendent des voix, des pas et des bruits de grincement. Ils commencent à avoir vraiment peur, mais ils décident de ne pas abandonner. Finalement, les 4 adolescents arrivent dans une pièce au sous-sol. La pièce est sombre et vide, à l'exception d'un grand fauteuil au milieu de la pièce. Là, nos 4 gars, ils se dirigent vers le fauteuil et ils voient qu'il y a une silhouette assise sur ce fauteuil. La silhouette est enveloppée dans un drap blanc et elle ne bouge pas. Là, pour vous dire, tous nos petits gars, ils sont vraiment terrifiés. Mais bon, ils décident de faire les fifous et de s'approcher de la silhouette. Lorsqu'ils arrivent à proximité de cette silhouette, ils peuvent voir qu'il s'agit d'une femme. Bon, malheureusement, cette femme est morte, elle a les yeux fermés et son visage est pâle. D'ailleurs, elle est vêtue d'une robe blanche qui est couverte de sang. Bon, ça y est, là, ils sont vraiment horrifiés. Ils savent pas quoi faire et ils décident de s'enfuir de la maison. Nos 4 petits gars courent hors de la maison, montent sur leur vélo et commencent à rigoler nerveusement. En fait, ils sont dans un état bizarre. Ils savent pas s'ils doivent rigoler de la situation en mode « Haha, on s'est bien fait peur » ou si justement, ils doivent avoir vraiment peur. Voyez un petit peu le genre, faut se rappeler que c'est des jeunes d'ailleurs. Bref, les amis arrivent à se dire que l'expérience était folle et que là, ça y est, ce serait mieux de rentrer chez eux. Ils sont en train de quitter la propriété et Mike il veut regarder une dernière fois le manoir. Il se retourne un petit peu et là, sur le perron, il peut voir un homme âgé le regarder et lui faire un coucou de la main. Il se met à crier en désignant l'homme et ses amis sont maintenant en train de regarder comme lui un homme qui leur fait un signe de la main et qui fait demi-tour pour rentrer dans le manoir. Là, Max il demande vous voulez retourner voir? Heureusement, les 3 autres lui répondent unanimement non, non, non. Du coup, ils sont repartis sur leur vélo et ils ont bien pédalé. En fait, c'est qu'à la moitié du chemin du retour que Tommy demande vous pensez que c'était quoi? Là, forcément, les 2 hypothèses sont sorties. Soit un véritable homme qui était là ou bien un fantôme. Chacun y va de son avis. Une fois rentré chez lui, Mike parle de ça à son père. Et son père lui répond que normalement, il y aurait bien quelqu'un qui vit encore dans cette maison. Mais l'info n'a pas été vérifiée. Alors là, attention le daron, vous allez voir comment il s'en fout un petit peu. Il dit carrément à son gosse de retourner le lendemain pour aller vérifier avec ses potes. Et vous l'imaginez bien, heureusement Mike il y est pas allé vérifier, ni lui ni aucun de ses potes. Donc même aujourd'hui encore, personne ne sait s'il s'agit d'un fantôme et si c'était un homme, qui c'était? Est-ce que c'était le propriétaire du manoir ou bien un mec qui a vu que l'endroit était abandonné et qu'il a voulu squatter un petit peu? Par contre, Mike est sûr d'une chose, c'est que malheureusement, au sous-sol, il y avait bien le cadavre d'une femme. Voilà pour ce 4e thread. Tu connais la chanson maintenant, fake ou réel? Ça doit pas être facile, du coup je te propose de te détendre en mettant un petit pouce bleu. Ouais, c'est pas mal. Si t'étais pas abonné, n'hésite pas à le faire d'ailleurs. Allez, on passe au 5e thread. L'histoire que je vais vous raconter, c'est celle de Camille. Elle se décrit comme une femme indépendante et ambitieuse. Elle avait toujours été passionnée par son travail. Elle était également très impliquée dans sa vie sociale et aimait passer du temps avec ses amis. Bon, pour ce qui est de son travail, elle travaille en tant que responsable des ressources humaines dans une grande entreprise. Ses tâches principales consistent à s'assurer que l'entreprise dispose des employés dont elle a besoin pour atteindre ses objectifs. Et puis elle dirige les différents aspects liés aux ressources humaines, comme le recrutement, la formation, la rémunération, les avantages sociaux, la gestion des conflits et bien plus encore. Bref, il y a pas mal de choses à faire. Une soirée, alors qu'elle rentrait chez elle après une longue journée de travail, elle s'est arrêtée dans un magasin pour faire quelques courses. Une fois sortie de ce dernier, c'est là qu'elle a pu voir qu'un homme la suivait discrètement. Bon, tout de suite, elle sent que cet homme il est un petit peu bizarre. Pendant tout le trajet jusqu'à chez elle, elle a vraiment l'impression qu'elle est suivie. Elle a donc commencé à paniquer et elle a décidé de prendre une série de virages pour voir si l'homme la suivait toujours. Malheureusement, en regardant du coin de l'œil, elle pouvait voir qu'il la suivait toujours. Mais enfin, heureusement, Camille a finalement atteint son domicile et elle a essayé de se calmer. Elle a ouvert la porte d'entrée et elle s'est précipitée à l'intérieur.
Mais au moment de fermer la porte, eh bien cette dernière a été bloquée par quelque chose. Ou quelqu'un. Bon, elle comprend tout de suite ce qui se passe et elle essaye de s'enfuir. Mais malheureusement, l'homme la rattrape et la pousse violemment contre le mur. Là, il a sorti un couteau de sa poche et l'a menacé de la tuer si elle criait ou qu'elle essayait de fuir. Forcément, Camille était terrorisée. Elle a essayé de négocier avec cet homme en lui disant qu'elle pouvait lui donner de l'argent ou quelque chose comme ça. Mais le gars, il voulait rien entendre. Alors, elle avait l'impression que c'était la fin pour elle. Mais là, il y a quelque chose dans son corps qui a commencé à monter. Elle a eu un sursaut de courage et elle a réussi à prendre un objet qui était dans sa poche. C'était un simple stylo en métal mais qui était suffisamment solide pour blesser cet homme. Elle l'a frappé avec à 3 reprises. Mais malheureusement, l'homme il a riposté avec son couteau. Et il a réussi à lui faire une entaille le long du dos. Comment vous dire que là, Camille, elle a énormément mal. Elle était en train de souffrir le martyre, mais elle a réussi à vaincre sa douleur et elle a couru vers la porte de sa cuisine, qui d'ailleurs donne sur l'arrière de sa maison. Une fois dans le jardin, elle a crié en direction de ses voisins qui, heureusement pour elle, étaient en train de se détendre dans leur jardin. En se retournant, Camille a pu voir l'homme sur le pas de la porte et il est reparti en arrière. La voisine a immédiatement appelé la police et a essayé de lui apporter les premiers secours. Après un certain temps, les policiers et une ambulance est arrivée. Sur les lieux, la police a demandé une description de l'homme et heureusement, c'est le voisin qui s'en est chargé, puisque lui-même a dit qu'il se souviendra toujours du regard noir de cet homme. Bon, lorsque les secours sont arrivés, l'homme avait déjà pris la fuite. Camille, quant à elle, elle a été hospitalisée et soignée pour ses blessures. Suite à ça, les policiers ont mené une enquête. Et alors, je sais pas comment, mais cet homme a été arrêté assez rapidement. Grâce à cette enquête, ils ont également découvert que l'homme avait déjà été arrêté pour des infractions similaires par le passé, mais qu'il avait réussi à éviter la prison grâce à de faux alibis et à un manque de preuves solides. Camille a été traumatisée par cet événement et elle a dû subir une thérapie pour surmonter le choc. Après ça, elle a décidé de prendre sa vie en main et elle a créé une association pour aider les femmes victimes de violences. Sa propre expérience l'a motivée à aider les autres femmes qui se trouvaient dans une situation similaire, afin qu'elles puissent également surmonter leur traumatisme et se reconstruire. Et voilà pour ce thread 5, donc tu connais, ça y est maintenant le format fake ou réel. Bon, déjà autant te dire que moi j'ai kiffé le format. Toi, je sais pas si t'as kiffé, donc il y a un seul moyen pour me le faire savoir. À 1000 pouces bleus, je te propose un épisode 2. Si le format vous plaît, on se refait ça direct. Maintenant on passe à la révélation, est-ce qu'ils étaient faux ou vrais? Pour ce qui est de l'histoire 1, l'agression des 2 jeunes filles, c'était un fake. La deuxième histoire, la berceuse venant du grenier, elle était réelle. Troisième histoire, la croisière s'amuse pas du tout au final. C'était aussi réel. Le 4, l'urbex dans le manoir, c'était réel. Et la cinquième histoire, l'attaque au couteau, c'était fake. N'hésite pas dans les commentaires, tu me dis ton score sur 5. Allez, et tu triches pas, hein. Allez, je vous laisse là, si tu veux voir plus de threads d'horreur, je t'invite à aller voir cette vidéo là. En attendant, prenez soin de vous, tous les petits potes.